L'histoire des luttes révolutionnaires, le printemps 1919 correspond à un pic, le sommet de la vague, des vagues révolutionnaires même pour dire, qui de 1917 à 1921 se déversent sur le continent européen. 2 années après la révolution russe, la révolution sociale gronde à nouveau sur les ruines des anciens empires défaits. De guerre mondiale opposant des entités nationales et des empires, la guerre est devenue civile, divisant chaque société dans la violence. Pendant quelques mois, les pouvoirs des conseils s'étendent en Russie, en Ukraine, en Hongrie, en Slovaquie et en Bavière. C'est ce que j'ai appelé le printemps des conseils. La révolution mondiale, ou au moins européenne, semble à portée de main. En effet, les secousses révolutionnaires ne se limitent pas aux pays vaincus. Grève insurrectionnelle et occupation des terres en Italie, mouvement contre la vie chère en Angleterre, en France et aux États-Unis, mais aussi, y compris au sein des pays neutres, qui n'ont pas participé à la guerre, puisqu'il y a une grève générale en Suisse et en Catalogne. Partout, la rue fait pression sur les gouvernements. Alors, les revendications sont extrêmement multiples, politiques, économiques et sociales. Mais la diversité des situations ne doit pas dissimuler un phénomène qui, me semble, n'a pas été suffisamment souligné. C'est ce que j'aurais envie d'appeler la synchronie des événements, leur concomitance. D'une certaine façon, la guerre a harmonisé l'espace temporel des peuples et favorisé la circulation des pratiques révolutionnaires. Bloqués par la censure de guerre, les slogans des bolcheviks se diffusent maintenant à travers les pays par le biais des réfugiés, des soldats et des prisonniers de guerre qui sont des millions à rentrer chez eux. Le lien avec la révolution d'octobre est à ce moment extrêmement symbolique. C'est le plus souvent a posteriori que l'international communiste est informé de ces événements et s'efforce de les intégrer dans un cadre théorique général. Toutefois, le sentiment dominant me semble bien être celui d'un effondrement généralisé du capitalisme, d'une contagion révolutionnaire. Il faut d'ailleurs dire que c'est bien ainsi que l'entendent les gouvernements des pays de l'entente. Depuis la défaite de l'Allemagne, mène une véritable croisade internationale contre la Russie soviétique. La peur du rouge structure désormais tous les espaces politiques européens. Je vais développer ce sujet en 3 points. D'abord, ce que j'ai appelé des causes communes. Puis un deuxième point intitulé « Un modèle, un programme et des vecteurs de diffusion ». Et enfin, une 3e partie intitulée « Révolution et contre-révolution ». Bien qu'avec des pondérations différentes selon les pays et un décalage temporel, les mêmes causes qui ont contribué à la désagrégation de l'Empire russe vont provoquer l'effondrement des empires centraux et de leurs alliés au sortir de la guerre. On retrouve presque toujours 4 révoltes ou 4 mouvements revendicatifs qui sont largement indépendants les uns par rapport aux autres, qui disposent souvent d'une chronologie spécifique, mais qui chacun de leur façon vont contribuer à la dissolution des pouvoirs en face. Alors, le premier mouvement, et ça c'est toujours ce qu'on retrouve dans les révolutions, c'est ce qu'il faut bien dénommer des révoltes de la faim. Dès 1916, on assiste en effet à un effritement de l'Union nationale avec de nombreuses manifestations dans plusieurs pays, des manifestations pour le ravitaillement, des émeutes pour la faim, elles sont extrêmement récurrentes en Russie et en Italie, mais aussi des manifestations économiques qui touchent tous les pays. On peut notamment rappeler qu'il y a le mouvement des shop stewards en Angleterre. Et ces mouvements, ces revendications économiques changent progressivement de nature. On passe de revendications quantitatives, plus de pain, un meilleur ravitaillement, des plus hauts salaires, à une dimension plus qualitative, puisqu'on voit émerger dans le courant des années 1916-1917 des revendications relatives au contrôle de la production.
Par contagion, le mécontentement passe de l'arrière au front. C'est la deuxième révolte, le deuxième processus révolutionnaire, c'est la révolte des soldats. C'est à la fois une révolte contre l'autorité militaire, la hiérarchie militaire, mais aussi une révolte contre la guerre en tant que telle. Alors cette révolte des soldats, elle prend trois formes principales. D'abord des mutineries, hein, c'est bien connu, il y en a en 1916, en 1917, et à nouveau en 1918, hein, c'est notamment la mutinerie des marins de Kiel qui en Allemagne marque le déclenchement de la révolution de novembre. Il y a aussi des désertions en masse, hein, dès par exemple la défaite de Caporetto, les Italiens font ce qu'on appelle, j'aime bien l'expression, la grève de la guerre, c'est-à-dire qu'ils désertent en masse. Et en 1918, on retrouvera à partir de l'été exactement le même phénomène, hein, désertion en masse au sein des armées bulgares, ottomanes et d'Autriche-Hongrie. Enfin, la troisième forme de cette révolte des soldats, ce sont les mouvements de fraternisation. Et là, ce qui me semble intéressant de souligner, c'est que ça ne touche pas simplement les pays vaincus, mais aussi les vainqueurs, hein, puisque les armées des pays de l'Entente, après 1918, sont utilisées pour des opérations de maintien de l'ordre ou pour les interventions en Russie, et progressivement, elles sont touchées par ce type de phénomène. Le troisième facteur au processus révolutionnaire, c'est la révolution paysanne. Les jacqueries, le partage des terres, hein, le pillage des domaines seigneuriaux. Alors là, c'est un phénomène qui ne touche pas la totalité du continent européen, mais qui gagne le continent européen d'est en ouest. Ça part de la Russie, bien sûr, puis l'Ukraine, puis progressivement la Hongrie. Et donc là, c'est aussi un mouvement qui va accentuer la décomposition des armées, puisque dès que le paysan soldat entend parler qu'il y a des partages des terres, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne les rangs de l'armée. Et enfin, le quatrième mouvement qui va contribuer à l'effondrement des empires, au développement de processus révolutionnaires, c'est bien sûr le mouvement des nationalités, hein, qui est extrêmement puissant dans ces régions, puisque les trois empires, l'Empire russe, l'Empire allemand et l'Autriche-Hongrie, sont travaillés par de forts mouvements de nationalité, et ces mouvements vont profiter de l'affaiblissement des structures centrales pour revendiquer leur autonomie. Alors, tous ces mouvements convergent donc vers la même direction, c'est-à-dire vers la décomposition des structures centrales. Deuxième partie, un modèle, un programme et des vecteurs de diffusion. Comme en Russie, l'effondrement des structures centrales ne met pas fin à l'agitation. Et après l'armistice, on assiste même à une extension et à une radicalisation des mouvements sociaux qui reprennent notamment les mots d'ordre de constitution de conseils d'ouvriers et de soldats. Et là, on voit des conseils de l'automne 1918 à l'hiver 1919, on voit fleurir véritablement des conseils sur la plus grande partie du territoire est-européen. C'est bien connu en Allemagne, c'est bien connu en Ukraine, mais il faut aussi souligner, parce que c'est moins souvent évoqué, en Pologne, à Lublin, à Lwów, à Varsovie, et aussi dans le bassin minier de la Dabrova. Bien souvent, il y a un certain flou sur qui gouverne, hein, c'est un petit peu comme dans la révolution russe de février, il y a plusieurs pouvoirs qui cohabitent. C'est par exemple le cas en Hongrie, où dans un premier temps, on a un gouvernement provisoire qui est appuyé par un conseil national, mais il y a aussi un contre-pouvoir, qu'est le conseil des ouvriers et des soldats de Budapest. Néanmoins, pour les bolcheviks, qui étaient convaincus que la République russe n'était que la première composante d'une fédération de républiques socialistes soviétiques dont la vocation devait être intrinsèquement mondiale, il était clair que cette apparition de soviets marquait le début de la révolution mondiale. Alors, selon l'analyse de la plateforme de l'internationale communiste, la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile a marqué le début de la révolution communiste, et la tâche immédiate du prolétariat consiste désormais à prendre immédiatement le pouvoir. Concrètement, cela signifie détruire les structures de la bourgeoisie et constituer un nouveau pouvoir prolétarien, un pouvoir des soviets. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à ce moment, l'internationale communiste n'est pourtant qu'un symbole, un drapeau. J'aurais presque envie de dire un totem dans le sens durkheimien du thème, c'est-à-dire l'expression d'une solidarité avec la République soviétique.
Dans la plupart des pays, on est en janvier, février, mars 1919, il n'y a pas de parti communiste. Et très rares étaient en réalité les représentants du mouvement ouvrier européen qui ont pu se rendre en Russie. Il faut souligner néanmoins un facteur extrêmement important qui sera le principal facteur de diffusion des idées communistes en Europe, ce sont les anciens prisonniers de guerre. Les anciens prisonniers de guerre de Russie qui ont été constitués en section étrangère du Parti communiste. Un certain nombre de ces anciens prisonniers de guerre sont déjà retournés dans leur pays pour constituer des partis communistes. C'est le cas du Tchèque Effenberger, de l'Autrichien Thomann, ou par exemple des Allemands Werner Rakow, le célèbre camarade de Thomas qui va diriger le bureau occidental de l'Internationale communiste, mais aussi de quelqu'un comme Ernst Reuter. Mais le groupe le plus révélateur, l'exemple le plus révélateur de l'influence de ces anciens prisonniers de guerre comme facteur de diffusion des idées communistes, c'est bien sûr celui des Hongrois, puisque sur 18 membres de la direction centrale du Parti communiste hongrois, il y en a 6 qui ont été recrutés parmi ces anciens groupes de prisonniers de guerre. Troisième point, révolution et contre-révolution. Le long printemps 1919 commence par ce qu'on appelle à tort l'insurrection spartakiste. En effet, loin d'être une insurrection planifiée et dirigée par le jeune Parti communiste, cet affrontement est le résultat de luttes spontanées qui opposent depuis des mois les révolutionnaires au gouvernement. Et au bout d'une semaine, la révolte est écrasée dans le sang et laisse le Parti communiste à terre et condamné à la clandestinité. Alors en Allemagne, les heurts vont continuer avec entre révolutionnaires et gouvernement pendant des mois, jusqu'en mars. Il y a même l'espoir à un moment d'une jonction entre Brême, Leipzig et puis l'Allemagne centrale. Mais comme à Berlin, il s'agit le plus souvent de protestations que d'insurrections armées tout à fait organisées. Après l'Allemagne, le mouvement révolutionnaire gagne la Bavière, la Hongrie, puis la Slovaquie. Rapidement, en Bavière, la constitution de la République des Conseils suit l'assassinat de Kurt Eisner, puis ensuite on distingue deux phases. Une première phase où c'est une coalition extrêmement hétéroclite, où il y a des anarchistes, des intellectuels, des sociodémocrates, et puis une deuxième phase où la République des Conseils est dirigée par des communistes. Alors elle est réprimée extrêmement violemment et extrêmement rapidement. Avec 143 jours d'existence, on peut dire que la République des Conseils de Hongrie, la commune hongroise, est un petit peu moins éphémère. Cette commune hongroise est l'aboutissement d'un accord qui a été passé en mars 1919 entre les communistes et les sociaux-démocrates. La grande difficulté de cette commune hongroise, c'est qu'elle est immédiatement impliquée dans une guerre internationale dont l'enjeu est la victoire de la Révolution ou de la Révolution en Europe centrale. Et l'espoir des Hongrois est de réussir à joindre en fait l'armée soviétique d'Ukraine. Mais la liaison n'aura pas lieu. L'armée soviétique ukrainienne devra reculer après l'offensive de Denikin. Néanmoins, l'armée prolétarienne hongroise parvient à résister, elle parvient même à constituer début juin une république des conseils en Slovaquie. Alors elle va durer extrêmement peu, cette république des conseils en Slovaquie, puisqu'elle dure seulement 9 jours. Alors, en Hongrie même, les combats durent jusqu'à l'été 1919. Après la Bavière, après la Hongrie, mais là je vais moins le développer parce que ce sera le sujet de Stéphanie, on voit apparaître aussi l'émergence de conseils dans le cadre de l'Italie, où on a, malgré la situation relativement différente de l'Italie, puisqu'a priori elle fait partie des vainqueurs, on retrouve néanmoins les mêmes processus de radicalisation révolutionnaire.
Le mouvement de balancier de la révolution à la contre-révolution, qui court donc de janvier 1919 à l'été et à l'automne 1919, est particulièrement marqué en Italie, hein, où après 2 années de lutte sociale, ce sont les fascistes qui vont arriver au pouvoir. Mais ce qu'il faut bien souligner, c'est que la répression du mouvement a été aussi généralisée que ne l'avait été le mouvement revendicatif de l'année 1919. Conclusion, malgré le reflux de cette première grande vague révolutionnaire européenne et la violence de la répression qui l'a frappée, ce qu'il faut dire, c'est que l'espérance suscitée par la révolution d'octobre n'a pas disparu. D'une certaine façon, le communisme est à la mode, pour reprendre l'expression qui figure dans le préambule des 21 conditions d'adhésion à l'internationale communiste. Si elle a échoué sur les barricades, la révolution avance d'ailleurs durant l'été 1920 à la pointe des baïonnettes de l'armée rouge qui avance en direction de Varsovie. Mais le contact avec les ouvriers polonais n'aura pas lieu et l'armée rouge devra reculer. La désillusion sera plus grande encore en Allemagne à la suite de l'échec de la dernière insurrection allemande relativement spontanée. C'est bien sûr l'action de mars 1921. À ce moment, la Russie soviétique a gagné, les bolcheviks plutôt ont gagné la guerre civile, mais le pays totalement isolé est exsangue, la population au bord de la famine et la société meurtrie par les violences. Menacé par les insurrections paysannes, le pouvoir soviétique est rétabli un embryon d'économie de marché. Contesté, il réprime les manifestations ouvrières et le soulèvement des Krönchkiabiens qui dénonçaient, au nom des idéaux de 1917, l'usurpation du pouvoir par les communistes. Le pouvoir des conseils, qui suscite alors encore beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espérance, n'est déjà plus qu'une étiquette, ce qu'on pourrait appeler le cache-sexe de la dictature d'un parti communiste qui est lui-même en passe de devenir un parti tout à fait monolithique. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et pour ces timings impeccables. Je propose de passer directement la parole à Stéphane Prezioso.